Et donc, nous allons pouvoir démarrer cette table ronde dont l'intitulé est Fantasy galactique, de l'hybridation des genres de l'imaginaire, quand la magie s'installe sur d'autres planètes. Et donc, nous avons à côté de moi Jean-Claude Duniac. Très brièvement. C'est impossible. Qui est un auteur de science-fiction qu'on connaît bien. Il a coécrit avec Heyerdahl la série Étoiles mortes, etc. Et il est l'auteur d'une série de fantasy hilarante sur les aventures d'un troll. À côté de lui, Silène Edgar, qui vient de publier La fille de Dickey. C'est 3 volumes en 2 tomes, et qui est pile poil dans le sujet. Et à côté d'elle, Pierre Bordage, que je crois on n'a plus besoin de vraiment présenter. Si, on a toujours besoin de présenter. Bon, alors Pierre Bordage, jeune auteur mais prometteur, Ouais. voilà. J'aime bien ça. Ouais. Et là, on va parler de séries peut-être un peu plus anciennes, mais toujours disponibles, qui rentrent tout à fait dans le sujet. Il y a la série des Griots Célestes, la série des Guerriers du Silence et la série de la Fraternité du Panca, et qui sont là aussi, qui rentrent bien dans les sujets. Et alors, pour commencer, bon, vous êtes peut-être posé la question, quel rapport entre la magie et la science-fiction? Alors Jean-Claude Duniac, vous pourriez peut-être nous parler de la 3e loi de Clarke, parce que c'est ce qui s'applique exactement à notre sujet. La 3e loi d'Arthur C. Clarke. Et Arthur C. Clarke a dit à un moment donné, toute science suffisamment avancée est indiscernable de la magie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est face à quelque chose, on ne comprend pas, et on est obligé à un moment donné de faire confiance, de dire il y a une espèce de troll à l'intérieur qui doit le faire fonctionner. Mais moi, je ne comprends pas. Je veux dire, moi, c'est à peu près le cas devant mon ordinateur, si vous voulez, mais ça peut être devant des trucs de scientifiques beaucoup plus élaborés. Et en fait, le problème qu'on a par rapport à cette hybridation entre science-fiction, fantasy, mythe, etc., c'est que tout ça, ça relève de la même chose, ça relève de la même envie de donner des explications basées sur la science, basées sur la mythopoïèse, basées sur ce que vous voulez, et qu'à un moment donné, tout ça, ça couche très bien ensemble. Moi, j'ai réalisé une chose, j'en ai fait au moins un, c'est mon premier roman, Le jeu des sabliers, dans lequel on est dans un space opéra, on est de planète en planète, mais on est des gens qui sont des incarnations de cartes du tarot. Et on ne m'avait pas dit qu'il ne fallait pas le faire, donc je l'ai fait. Et ça a pas on m'a pas jeté des pierres, donc je me suis dit, on peut faire ça. Et effectivement, mélanger cet ensemble de visions du monde, les superposer, ça donne Nova de Delaney aussi, qui refait l'Ulysse d'Homère, mais dans un space opéra auprès d'une supernova. Ça donne plein de gens, en particulier dans le passé, qui ont fait des choses comme ça. C'est passionnant à faire. C'est passionnant à faire parce que vous superposez plusieurs visions du monde et elles s'enrichissent. Oui, et comme vous venez de le dire, ça a été dès les débuts. Moi, je pense à Leigh Brackett, par exemple, un très bon sur exemple. Mars. Oui. Donc, oui, les brackets sur Mars, par exemple, c'est un truc dans lequel vous avez des gens qui sont allés sur Mars. Donc, a priori, on est dans le space opéra, on est dans le planète opéra au moins. Mais sur Mars, vous avez les dieux martiens qui sont encore là. Ce qui fait que vous êtes confronté à un endroit dans lequel la science qui vous a amené là n'est plus valide. Ce qui reste valide, c'est la croyance. C'est le rapport, la magie, les pouvoirs, etc., etc. Donc, vous êtes obligé de changer votre rapport au monde. Et ça, changer son rapport au monde, je suis désolé, c'est le sujet de l'imaginaire. C'est ce qu'on adore faire. C'est vous raconter une histoire en disant, à la fin de cette histoire, vous aurez été transformé dans votre rapport au monde. Tout au moins, c'est ce qu'on essaye de faire. Et si en plus ça se vend bien, ça prouve qu'on y est arrivé. Alors, donc, voilà posé, je dirais, un petit peu les bases. Et alors ensuite, m'a-t-il semblé, en réfléchissant un petit peu, il y a on a plusieurs possibilités de cette hybridation entre la magie et la science-fiction. Alors, la première, me semble-t-il, c'est de la vraie magie, déjà. On ne se pose plus de questions, la science disparaît. On est plutôt dans de la vraie magie avec un monde technologique. Et ça, Pierre Bordage, c'est un peu ce que vous abordez. Alors, je m'entends tout de suite, magie au sens de... Ce sont plutôt chez vous, comme par exemple dans les trois séries que j'ai citées de vous, c'est plutôt des pouvoirs
psychique, quelque part, qui confine à la magie. C'est vrai que quand on fait un space opéra, on est déjà dans l'au-delà de la science, parce que la science ne nous permet pas de voyager dans les étoiles. Donc la science est très limitée. D'ailleurs, quand vous discutez avec un astrophysicien, vous êtes douché très vite sur les possibilités de voyages spatiaux, parce que l'énergie qu'il faut est colossale, enfin bon, c'est quasiment impossible. Donc pour inventer des vaisseaux qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, sinon vous passez tout votre temps à voyager, il faut transgresser la science. Et donc créer un phénomène pseudo-scientifique, mais qui est purement magique du coup, parce que ça n'existe pas. Donc on est sans arrêt confronté à cette idée qu'il faut passer par quelque chose qui ressemble à de la magie pour faire avancer les choses. Et moi, quand j'ai commencé les Guerriers du Silence, je ne me posais pas de questions. Ok, je faisais mes personnages, ils voyageaient sur leurs pensées. Ok, bon, c'est quelque chose qui quand même ressemble plus à de la magie qu'à de la science. Et Pierre Michaud m'avait fait une petite leçon d'astronomie dans mon éditeur de la Talente, dans la marge, en disant Pierre, ton système solaire, enfin stellaire, est impossible pour telle et telle raison. Et il me liste toutes les raisons, mais il dit non, ça ne peut pas fonctionner. Je dis oui, mais il était joli, moi il me plaisait bien mon système. Oui, mais il n'est pas cohérent, il n'est pas crédible, donc ça nuit à la construction imaginaire. Et donc j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait, quand on abordait l'espèce opéra, il fallait avoir des notions solides au niveau astrophysique pour pouvoir, tout ce qui était de l'ordre du connu, pour pouvoir le respecter. Parce que c'est ce qui donne de la force à un récit imaginaire. Hein. S'il repose sur des bases solides, ce sera plus facile pour le lecteur de s'identifier. Et donc, maintenant, je m'efforce de respecter les lois qui sont connues, et les lois qui sont inconnues, et je me défoule. Parce que là, personne ne peut rien me dire, parce que personne n'en sait rien. Et puis de toute façon, si telle planète est impossible, c'est une exception. Donc voilà, personne n'est venu me prouver le contraire, donc pour l'instant, je continue à travailler comme ça. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs dans la série des guerres, de la fraternité du Panca, où il y a cette fraternité qui se crée pour faire face à une menace, et donc les maillons de la chaîne, les 5 maillons de la chaîne doivent se retrouver, mais ça se passe aussi sur une période de temps excessivement longue, et vous tenez compte en même temps de l'avancée technologique, les voyages spatiaux ont progressé, etc. Oui, on avait fait ça aussi avec Alain Grousset dans Gigante, c'est-à-dire que le premier personnage, qui est le père, quitte sa planète d'origine pour aller sur Gigante, mais les voyages spatiaux durent 40 ans à l'époque. Et donc il est obligé d'être cryogénisé et réveillé à l'arrivée, donc il a dépensé à peu près 2 ans de sa vie, et non pas 40. Et le fils, lui, qui part 20 ans après, arrive, le voyage dure 2 ans, donc il arrive longtemps avant son père, et il va retrouver son père au même âge que lui quasiment. Il attend son père pour se venger de lui parce qu'il a abandonné sa mère et lui pour aller découvrir, enfin pour aller explorer des squelettes géants sur Gigante. Et du coup, il est longtemps avant son père arrivé et il est obligé de l'attendre et il va découvrir la planète, ça va complètement changer son point de vue. Donc ça, c'est jouer avec les particularités des voyages spatiaux, ça c'est intéressant, ça me plaît beaucoup ça. Parce qu'on arrive à des paradoxes assez incroyables, quoi. Et c'est ce qui se passe donc dans la fraternité aussi. Oui, dans la fraternité. Bah oui, c'est le premier frère Ewen qui met 80 ans à faire son voyage. Sa fille va beaucoup plus vite que lui, le rejoint à l'arrivée, quoi. Donc là, ça c'était ce que j'avais pensé, la première possibilité, donc on est dans la magie pure. Ensuite, il y a la magie quelque part qui vient d'une transformation par oubli
des connaissances scientifiques. Et là, Silène, on est tout à fait dans la fille de Dickey. Alors, je m'excuse parce que avec la table ronde, on est obligé de spoiler une partie de l'intrigue. J'en suis désolé, mais je vois pas tellement comment on pourrait faire autrement. J'assume parce que je l'ai fait. Je vous laisse faire. C'est votre responsabilité. Oui, maintenant que le tome 2 et 3 est paru, je me permets de spoiler un petit peu en effet. Et en fait, je suis partie exactement de ce que tu disais, Jean-Claude, de cette idée de la magie quand on ne sait pas. C'est c'est de la magie. Là, on est avec cette population-là qui a été abandonnée. Ils ont oublié les explications scientifiques qui concernaient leur propre monde. Et de fait, ils ont reconstruit une religion complète pour expliquer très finement le système dans lequel ils sont. Et donc c'est évident, et dès le début dans ce premier tome, en fait, la magie existe sur cette planète. Parce qu'on est avec ces gens et qu'on va découvrir au fur et à mesure ce système, leur système magique. Et c'est après, petit à petit, parce que les personnages bougent et changent, qu'on va se dire « Ah, non, en fait, peut-être que tout ce système-là n'est qu'une façon la façon qu'ils ont de voir des éléments qui, en fait, sont scientifiquement explicables. » Et donc, je suis partie sur deux choses essentielles qui organisent ce petit monde de Monos. D'abord, en physique des particules, il y a une particule et son antiparticule qu'on ne connaît pas ici et qui donc va perturber la vie et faire que certains développements, par exemple, on peut avoir une couleur de peau complètement différente, bleue, voilà. Ça agite le corps, vraiment comme la radioactivité peut agiter les cellules. Et eux, ils ont construit tout un système par rapport à ça, sur le bien, le mal. Et puis, l'autre chose, c'est la situation de la planète elle-même, qui n'est pas très stable, puisque quand l'autre grosse planète de ce système solaire passe tout près, cette toute petite planète est perturbée. Et donc, il y a des mouvements tectoniques, il y a des volcans, c'est le bazar, évidemment. Donc, c'est le moment du mal pour tous ces gens qui habitent là. Et puis, ça revient régulièrement, puisque, évidemment, la grosse planète, elle revient régulièrement. Et donc, on va aller explorer la manière dont ces gens ont construit leur propre mythe. Et ça rejoint aussi ce que tu disais sur le fait que l'objectif du livre, moi, ce que je veux faire, c'est que justement, en accompagnant cette découverte avec ces gens, nous-mêmes, on va peut-être bouger aussi. En tant que lecteur, j'aimerais que vous bougiez un petit peu dans cette façon de percevoir l'écosystème, de vous dire « Ah, bon, j'y ai cru. » Et en fait, c'était pas complètement ça. On va, Jean-Claude. Oui, en fait, si vous y réfléchissez, c'est déjà quelque chose qui se produit sur Terre à notre époque. Vous avez des endroits où coexistent plusieurs explications du monde qui sont a priori incompatibles. Vous avez des explications religieuses. Le volcan est là parce que Satan nous déteste. D'autres qui disent l'explication scientifique, qui disent c'est né à cause de la tectonique des plaques, la montée du magma, etc. etc. Vous avez une explication qui relève de la mythopoïèse en disant d'une certaine façon le monde a besoin de s'exprimer, Gaïa a besoin de nous dire quelque chose, etc. Toutes ces choses coexistent et vous avez des antagonismes, on ne serait-ce qu'humains, entre les différentes visions de la même chose. Vous avez le sud, vous allez au sud des États-Unis, vous avez ça en permanence. Vous rentrez dans une cafétéria, vous avez des discussions entre ceux qui vous expliquent que non, scientifiquement c'est ça, et l'autre qui vous dit oui, mais la Bible dit ça, et le troisième qui dit oui, mais quand même, il faut comprendre que l'écologie, tout ça, et c'est autre chose. Et ça existe déjà. Donc nous, notre travail d'écrivain, c'est aussi de rassembler tout ça dans un système et de passer de l'un à l'autre, de jouer avec ça. C'est exactement ce que j'ai fait, parce que du coup, pour construire tout ce système-là, je suis allée, plutôt que d'aller imaginer des choses, je suis pas aussi imaginative que toi, je m'en suis bien rendu compte en essayant de construire un système de fantasy, c'est que du coup, je suis allée chercher ce qui existe vraiment, et ça fait partie du voyage littéraire. Je me suis beaucoup appuyée sur la culture polynésienne, donc ils ont une explication du monde qui est différente de la nôtre et qui ressemble quand même parce qu'il y a un deux créateurs et voilà. Et puis j'ai beaucoup travaillé sur les hachoirs d'Amazonie parce que je suis fan de Descola et que je trouvais ça très intéressant. Ils séparent le monde entre ce qui est étranger
et ce qui est commun, ce qui est familier, ce qui fait qu'ils se sentent plus proches de plantes ou d'animaux avec lesquels ils sont familiers que d'autres humains étrangers. Et puis après, je suis allée piocher dans le bouddhisme tibétain, dans différentes notions. Il n'y a rien d'inventé, en fait. J'ai juste pris, justement, tous ces éléments de culture, j'ai mixé. Et donc, c'est l'autre surprise, c'est que, en fait, tout ça, ça existe. Toutes ces visions-là, elles existent et elles ne sont pas forcément moins bonnes que les nôtres. Bien sûr. Alors, pour en finir là, avant de rentrer un peu plus au niveau des messages, il me semble, moi, qu'il y a aussi une troisième possibilité dans cette hybridation, c'est celle où on a d'un côté la technologie, et là c'est l'illustration parfaite de la loi de Clarke, c'est la technologie très avancée d'un extraterrestre ou d'un terrien sur une planète, face à une population qui, elle, est primitive. Et donc la population déifie cette personne. J'ai pensé par exemple à récemment encore le dernier des aînés de Adrian Tchaïkovski, qui est une illustration de ça, Jean-Claude Duniac peut-être. Oui, c'est une novella qui est parue en 1 heure lumière, que je vous recommande. De toute façon, je vous recommande tous les 1 heure lumière, ils sont tous bons. Et en plus, les couvertures sont magnifiques. Mais là, dans cette histoire, effectivement, il y a un terrien qui vit dans une capsule, il vit en hibernation. Et autour de lui, il y a une civilisation moyenâgeuse, connaissant vaguement la magie, ne comprenant pas trop ce qui se passe autour, et qui, à un moment donné, face à un péril énorme, vont essayer d'aller réveiller ce scientifique qui est coincé dans sa bulle pour les aider. Scientifique qui, a priori, a décidé d'être dans la non-intervention, mais qui se ramène à intervenir parce que il faut vraiment faire quelque chose, mais qui intervient avec des critères, avec des formes de pensée, avec des manières de régler le problème qui sont incompréhensibles pour les autres, qui évidemment lui redonnent tout de suite le rôle de Dieu protecteur qui est enfermé dans sa bulle, etc. Et que lui est amené d'une certaine façon à accepter parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de communiquer avec ces gens-là. Il ne peut pas communiquer avec ces gens-là en leur disant, écoutez, je vais vous faire un cours, je vais vous expliquer la mécanique quantique et tout ça, ça ne marche pas. Donc il leur dit, ok, vous voulez faire de moi un Dieu, je l'accepte à condition que ce soit à mes propres règles. Et ça, ce travail-là, ce travail de comment je fais coexister la mythopoïèse de cette société moyenâgeuse qui a ce très gros problème, et lui qui est le scientifique est capable de le résoudre, c'est tout le sujet de l'histoire et c'est fantastiquement raconté, quoi. Absolument. Alors, donc voilà, il me semble que là, nous avons fait un petit peu le tour des possibilités. Maintenant, on peut peut-être rentrer un peu plus dedans pour cette... D'abord, pourquoi choisir ce genre d'hybridation, finalement? Parce que c'est fécondant. Parce que quand tu hybrides, tu obtiens un bâtard qui est un bâtard solide, fécondant, qui frétille partout et qui en plus ressemble à rien de connu et qui en tant qu'écrivain est une chose particulièrement formidable à faire naître, à dompter, à élever et à lâcher dans la nature. Voilà, tu as ta réponse. Bon, je crois qu'on peut plier bagage. Merci Jean-Claude Duniac. C'est juste du plaisir de création, quoi. Enfin, moi, je m'interdis rien quand je commence un livre, surtout un space opéra, parce que regardez, La Guerre des Étoiles, c'est de la pure fantaisie, sauf qu'il y a des boulons, où il y a comme disait Pratchett, c'est de la fantaisie avec des boulons. Dune, pour moi, c'est de la fantaisie. Depuis quand une épice puisse se permettre de voler dans travers l'espace, je ne m'explique pas ça scientifiquement. C'est de la magie pure, enfin, c'est du chamanisme, Oui. Un autre type de relation avec l'univers. Donc, il y a des outils partout. Moi, je prends tous les outils et j'essaie d'en faire un truc qui me ressemble, enfin, à ma sauce. Je n'ai pas du tout de pudeur à prendre des trucs, à les mélanger, à les féconder. Vous avez entendu Silène, qui prend un peu ici, un peu là. Ça finit par faire des recettes de cuisine extraordinaires qui sont bourrées de goût et dont on se dit, mais j'ai jamais mangé quelque chose comme ça. Et ça, c'est passionnant. Alors après, elle vous explique qu'elle n'a aucune imagination. Bon, ça, c'est son problème. Mais je veux dire, à un moment donné, vous vous rendez compte qu'elle a cette capacité-là d'assembler et de faire quelque chose qui tient à partir d'éléments disparates. Oui, c'est ça. C'est une construction imaginaire. Donc, il faut la faire tenir. Parce qu'il faut que le suspension of disbelief fonctionne. Il faut que le lecteur croit à l'histoire. Il faut que l'auteur y croit. Et tout est bon pour faire croire à une histoire.
Oui, puis on peut faire des trucs super marrants parce que du coup, il y a plein de choses symboliques à faire. Par exemple, dans La fille de Dickey, les gens donc ils divisent le monde entre l'équilibre et le chaos. Et le chaos, en fait, c'est très exactement la situation de la planète qui n'est pas complètement stable en astrophysique. Donc c'est drôle. C'est marrant à faire, d'appeler, ça s'appelle comme ça en astrophysique, et en fait c'est ce que les gens ont imaginé comme nom, parce que c'est vrai, c'est du chaos, donc forcément ils ont choisi un terme qui va bien avec une réalité, même si pour eux c'est de la magie. Et de la même façon sur la particule et l'antiparticule, alors en fait Raphaël Granier de Cassagnac il m'expliquait que bon, l'antiparticule en gros c'est celle qu'on a trouvée en deuxième, mais ça aurait pu être la particule et l'autre l'antiparticule. Donc il y a une espèce de blague dedans, c'est que pour eux le mana c'est le mauvais et le noah c'est le bon, mais non en fait, enfin, c'est comme ça, c'est arrivé comme ça. Et par contre ce qui est intéressant c'est que il y a une particule qui va dans un sens temporellement et l'autre qui va dans l'autre sens. Et il y a un personnage qui est le personnage, alors on n'a pas l'impression que c'est le personnage central, mais c'est vraiment le personnage clé, le frère Jay, un des deux frères. Il est dans ce rapport au temps où il va d'un côté et de l'autre sans arrêt. Parce que lui, il saisit intuitivement. Et là, moi, je ne l'explique pas scientifiquement, ça, ce côté-là. Juste, je le traite comme si c'était de la magie. Mais en vrai, ça marche. Et ça, c'est génial, c'est drôle à faire. Parce qu'en plus, quand on n'est pas de formation scientifique comme moi et qu'on va demander justement aux autres ces éléments-là, c'est plus facile de faire de la poésie avec des bouts comme ça. Moi, on me dit que ça s'appelle un chaos, tout de suite, j'ai une histoire. C'est drôle à faire. Et en plus, ça s'explique parce que le space opéra, c'est le refuge du merveilleux. Oula, si. C'est le refuge du merveilleux en science-fiction, donc la science-fiction passe souvent pour pessimiste, destructive. Le space opéra remet au goût du jour l'émerveillement, la découverte. Moi, j'adore décrire une planète avec sa faune, sa flore. Ça fait partie de mon émerveillement personnel, parce que comme je suis en symbiose avec mes personnages, et eux me montrent leur univers, et j'adore découvrir leur univers. Vous avez un exemple, en tout cas, là, d'un space opéra qui s'appelle La Maison des Soleils, d'Estelle Reynolds, qui a été publié il y a peut-être 2 mois ou 3 mois, qui est en vente ici, là, sur le stand du Bélial, qui est, pour moi, peut-être le space opéra parfait, parce que tout se ramène à la fin en une histoire d'amour, mais une histoire d'amour avec je sais pas, une dimension gigantesque à l'échelle de l'univers. Et d'un bout à l'autre du bouquin, on est emporté dans une histoire, on est vraiment emporté dans une histoire, comme dans un courant. Et on a des décors extraordinaires qui se déplient devant nos yeux, et ça se termine bien. Et ça se termine bien, où on a fait un magnifique voyage, et où on se dit, putain, quel dommage, j'ai appris des choses, j'ai vécu des choses merveilleuses, et merci l'auteur, quoi. Quand on arrive à faire ça, même arriver à hybrider, même si on ne sait pas nécessairement expliquer, mais le paysage est tellement beau qu'on le met là, c'est pas grave, ça marche. Vous regardez Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, il l'a fait en Nouvelle-Zélande, c'est superbe, les décors sont magnifiques, on n'en a pas besoin. L'histoire, on n'en a pas besoin, mais c'est tellement bien, c'est tellement beau que ça soit là, que le fait qu'il hybride ça me va parfaitement. Et le fait qu'en plus, il se soit démerdé pour qu'on en profite tout le long de l'histoire, c'est quand même absolument génial. Et de temps en temps se dire, mais que se passerait-il si, dans ce monde-ci, je rajoutais ça qui n'a rien à y faire? Et à ce moment-là, vous avez vraiment le phénomène du caillou dans la chaussure, de la fécondation, et là, vous avez quelque chose qui peut, pas toujours, mais qui peut se révéler fécondant. Un jour, je me suis réveillé en me disant, qu'est-ce qui se passerait si, dans l'univers de fantasy du Seigneur des Anneaux, on mettait la civilisation telle qu'on la connaît, les réunions, les ressources humaines, les tableaux Excel, les notes de frais. Ça marche. Ça sera le trône de fer, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Non, mais, vous voyez ce que je veux dire ? Les notes de frais. Ça marche. Et c'est complètement starbé. C'est complètement pété comme idée. Mais ça marche. Et en tout cas, moi, je me régale à le faire. En plus, vous mettez des jeux de mots de merde. Et alors là, vous avez un truc qui est, pour moi, totalement irrésistible. S'il n'y avait que les jeux de mots, mais il y a tout le reste. Non, mais effectivement, la série du troll. D'ailleurs, j'allais vous poser la question, puisque le thème ici, c'est planète, et on parlait de l'hybridation et la magie s'installant sur d'autres planètes. Est-ce que dans l'univers du troll, on ne peut pas considérer qu'il s'agit en fait d'une Terre parallèle
qui a suivi une autre évolution. Parallèle donc, non, mais on perpendiculaire, oui. Alors justement, ça m'amène parce que là, c'est en parlant de l'univers terrien du troll, de la série du troll, où il y a les tableaux Excel d'un côté, et puis les orques, les nains, etc. Voilà. Alors, est-ce que justement, la magie, on ne peut pas considérer que c'est en opposition à la science? Silène Edgar parlait d'équilibre et de chaos, etc. Est-ce que la science, normalement, on pense qu'il y a des règles scientifiques, c'est immuable, on ne peut pas les transgresser, etc. Et est-ce que la magie, c'est pas un peu l'inverse? Le magicien qui claque des doigts et hop, abracadabra, et tout est fait. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les deux? Alors déjà, deux choses. La première chose, c'est qu'en fiction, vous m'arrêterez si vous n'êtes pas d'accord, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut avec la magie. On ne peut pas claquer des doigts. On est obligé de construire un système, parce que si jamais la magie permet de faire n'importe quoi, de fait, c'est le drone qui fait du bruit. Si jamais la magie permet de faire n'importe quoi tout le temps, en fait, notre univers, il tombe aussi. Donc, on crée des règles dans la magie. Donc, il y a ça. Et puis, l'autre chose, mais qui est plus personnelle, c'est, comme moi, je ne suis pas de formation scientifique, pour moi, c'est un peu magique, la science. Enfin, je trouve ça totalement incroyable, c'est l'électricité, le frigo. Qui chauffe derrière et il est froid dedans. Enfin, pour moi, c'est vraiment des choses. J'ai pas du tout. Non seulement j'ai pas fait d'études scientifiques, mais j'ai pas du tout eu d'éducation scientifique. Vraiment pas. C'est des choses que je découvre avec vous et c'est pour ça que je suis super contente d'être ici aussi. Et donc, non, je crois que tous ces rêves, toute cette partie où on imagine le monde qui correspond très précisément à une phase de l'évolution neurologique et qui va remplacer peu à peu une explication magique du monde à partir de 5-6 ans par des explications plus rationnelles, on continue à le faire aussi à l'âge adulte. Là, on n'a pas d'explication scientifique, on va se construire pour soi-même ou en commun dans une religion, une petite explication spirituelle, un petit truc qui va nous permettre d'être au monde sans être trop perturbé par ce creux dans nos connaissances. Je suis vraiment d'accord avec Silène que un livre de fantasy a aussi ses propres règles, sa construction, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, claquer les doigts en arrivant. C'est aussi exigeant qu'un livre de science-fiction. De toute façon, créer un monde, il faut une cohérence. Et cette cohérence-là exige de la rigueur. Je pense que plus on est rigoureux en faisant de la fantaisie, et mieux on est. C'est-à-dire que le monde devient crédible pour le lecteur, et donc il va adhérer aux évolutions des personnages. Et ça, c'est très important, je pense. On peut pas... Et puis, il y a la création des mots aussi, qui est un bonheur absolu. Mais crédible au sens « ok, j'y crois, ça peut exister » ou crédible au sens « ok, c'est complètement foutraque, ça n'existe pas, ouais, mais c'est suffisamment logique pour que je trouve ça marrant de m'y balader ». Vous voyez, ouais. C'est tout à fait différent. Se faire embarquer, quoi. Ouais. Mais ce que disait Silène à propos du problème des pouvoirs, de la magie, etc., c'est un problème qu'on a, clairement, trouver les limites de nos propres envies. Et il y a un exemple d'un personnage qui était mal foutu dès le départ, c'est Superman. Superman, il est capable de tout faire. Et quand je dis qu'il est capable de tout faire, il est vraiment capable de tout faire. Il y a un des premiers strips de Superman où il tourne autour de la Terre à très grande vitesse en sens inverse pour faire remonter le temps à la Terre pendant 48 heures. Non mais vous imaginez, je veux dire, n'importe quel problème qu'il peut avoir, le souci est réglé. Sauf que du coup, ça n'a plus aucun intérêt. Ah putain, Superman est là, bon, c'est réglé, on n'en parle plus. Alors on a inventé la kryptonite. Mais il a fallu du temps pour que Superman ait entre guillemets une faille, un défaut. Mais même avec la kryptonite, on n'y arrivait pas. Et du coup, les BD de Superman sont devenus des BD où en fait des méchants de plus en plus intelligents, de plus en plus forts, de plus en plus de trucs, essayaient de trouver un moyen de tuer Superman. Alors après, vous avez le Superman turc, qui est tout à fait autre chose. Vous savez que les Turcs ont filmé un certain nombre ont refait des films hollywoodiens parce qu'à l'époque, il y avait l'embargo des États-Unis qui empêchait les films d'y aller. Donc ils ont refait Star Wars, ils ont refait Superman, sauf qu'ils ont fait Superman avec les moyens du bord.
Ce qui fait que dans le film d'origine, Superman va arrêter le camion qui fonce vers l'handicapé qui est coincé au bout de la pente. Là. Il se met dans le camion, il tend le bras et le camion explose contre le bras de Superman, etc. Et dans le Superman tue, il court, il monte à bord, il met le frein à main. Bon, ça marche aussi, si vous voulez. On est dans les limites de la magie, vous voyez. Bon, ça marche aussi. Mais notre problème, c'est qu'est-ce qu'on met comme limite. Et même, si vous regardez les films de Marvel, même la mort n'est plus une limite. On ressort Superman de sa mort. On fait un certain nombre de choses. On a la possibilité de dire « je réinvente ». Mais c'est tricher. Alors la grande question, c'est est-ce que vous, en tant que lecteur, vous allez accepter cette tricherie ? Si vous aimez le personnage et si vous dites « ouais, j'ai envie qu'il y ait un Superman 42 », on peut vous raconter ce que vous voulez, vous allez le prendre. Si par contre vous vous dites non là quand même ils exagèrent un petit peu quoi, comme Rocky 42, la fameuse affiche, vous avez un vieux papy avec les muscles qui pendent sous le bras, ben ça marche pas quoi, on n'y croit plus à un moment donné. Donc notre question c'est de vous faire non seulement croire à ça, parce que croire c'est une chose, mais avoir envie d'eux. Avoir envie de se dire bon ok c'est complètement foutraque, mais jouons le jeu, voyons où ça nous mène. Si on arrive à faire ça, vous allez lire le livre. Si vous n'y croyez pas, si vous n'en avez pas envie, ben, vous ne le lirez pas et tant pis, c'est un échec, notre éditeur va nous détester et c'est foutu. Alors, bon, j'avoue que là, on reste un peu pantois, et quoi ajouter d'autre, mais quand même, il y a un autre point que moi je trouve intéressant et que Silène, entre autres, vous abordez, mais vous aussi, Pierre, vous l'abordez plus ou moins, c'est le problème de l'interaction entre magie et religion. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très important aussi. Peut-être pourriez-vous nous en parler ? Oui, surtout que ça s'articule là, de fait, avec un système politique plus vaste. Donc ces gens ont besoin d'explications pour être au monde. Et puis on a deux systèmes. On a le système des petits villages. On est vraiment sur cette bascule. Moi, historiquement, c'est pour moi un petit peu ce moment où on va basculer dans l'ère industrielle, si ça se trouve, sur cette planète. Donc il y a les petits villages qui fonctionnent encore de manière féodale, et il y a la ville. Et dans la ville, ils ont le même système de croyances, mais ils ne l'appliquent pas vraiment de la même manière, parce qu'il y a beaucoup plus de manœuvres politiques, parce qu'il y a plus de technologies qui se développent, et donc il va y avoir une confrontation entre eux aussi, les deux manières d'être au monde, dans ce même monde, politiquement, socialement. Je l'ai conçu un peu comme une tragédie grecque, parce qu'on a deux familles, donc vraiment aux deux pôles de la société, vraiment les bouseux de l'île, quoi. Et puis les gens de la ville, mais très très puissants. Et les gens très puissants, ils vont aller interroger leur système magique parce qu'ils en souffrent tellement. Mais ils ne vont pas tant l'interroger en disant on n'y croit pas. On ne croit pas que ce soit comme ça. Mais plutôt comment on va s'en débrouiller, les manipuler pour mieux nous en sortir. C'est ça, comment s'en servir ? Comment on va s'en servir ? Alors que mes Iliens, là, ils sont plus dans... en fait, on voit les limites de tout ce qu'on nous a dit. On n'y croit plus vraiment. Et donc, c'est vraiment la trajectoire de ces deux parcours-là, de ces deux familles, qui risquent de faire émerger autre chose dans ce petit monde. Peut-être la connaissance. Pierre. Alors pour moi, la religion, c'est une ennemie. Depuis que je suis allé au séminaire et que j'ai étudié de très près le christianisme, je l'ai rejeté. Parce que je pense que les religions sont des captatrices de choses qui sont de l'aspiration, la spiritualité, par exemple, de l'être humain. Je pense que beaucoup d'êtres humains ont une aspiration à quelque chose de spirituel, sans que ce soit forcément circonscrit dans un système ou un autre. Donc c'est une sorte de liberté intérieure qu'on cherche. Et la religion, c'est exactement l'opposé. C'est-à-dire que c'est là pour donner des règles, c'est là pour emprisonner, en quelque sorte. Pour faire du pognon, bien sûr. C'est une sorte de pouvoir. La religion est un pouvoir temporel, et non pas spirituel. Et donc, j'ai plutôt tendance à critiquer les religions dans mes bouquins, dont les hallucinants, c'est l'église du Creuse, qui est un décalque du christianisme.
avec les croix de feu à combustion lente. On m'a dit que c'était vraiment la pire invention de l'univers. Les gens qui m'ont dit qu'ils étaient sadiques de faire des trucs pareils, mais bon, je voulais montrer l'extrême violence de ces religieux qui veulent dominer les hommes avec des investigateurs de pensée, c'est-à-dire des gens qui confisquent la pensée, qui est le dernier refuge de la liberté individuelle. La pensée, c'est quelque chose qui vous appartient, c'est quand même difficile à vous prendre normalement. Donc la religion, ouais, pour moi, c'est des méchants en fait. Mais bizarrement, j'ai certains personnages qui connaissent une rédemption inattendue. Je parle Phil, le 24e dans Les Gars du Silence, qui commence à comprendre que son mouvement, enfin son église est dans l'erreur. Donc voilà, je trouve qu'il y a une captation. La religion, c'est une captation matérielle de la spiritualité, de l'aspiration à la spiritualité. C'est-à-dire, vous voulez être libre à l'intérieur, vous voulez vous sentir libre, et vous adhérez à une religion, et elle vous enferme. Moi, je pense que c'est l'inverse de ce que doit être la vie, quoi. Moi, je te rejoins vraiment. Enfin, on est d'accord là-dessus, et j'ai très très peur des méfaits d'un système religieux qui s'emballe et qui empêche les gens d'être dans leur rapport au monde en créant tellement de dogmes, parce que finalement, même ils oublient pourquoi ils ont eu besoin à un moment de croire. C'est du prêt-à-penser. Je pense qu'on est peu angoissé devant l'immensité de l'univers, devant la quête de sens, qui parfois c'est absurde, on a l'impression que la vie est absurde, et la religion vous donne un prêt-à-penser confortable. Vous avez des certitudes, et les certitudes font que vous oubliez votre malaise. Mais le malaise reviendra à un moment ou à un autre parce qu'il n'y a pas de certitude. Mais tu sais que je suis tombé sur une phrase un jour qui m'avait fait réfléchir, je devais avoir 15 ans, où il y a quelqu'un qui disait « La religion est au mysticisme ce que le capitalisme est à la société. » Oui, c'est ça. C'est une moyen de l'exploiter, tout simplement. Bon, et c'est vrai que ça fonctionne. C'est une organisation structurée qui a des avantages, c'est-à-dire qu'elle a tendance à fournir des réponses, mais ces réponses, elle vous les fait payer. C'est comme le capitalisme, ça vous donne votre place, c'est censé vous fournir les moyens de vivre, mais en même temps, ça vous empêche de vous interroger, de savoir s'il n'y a pas mieux à faire. Par exemple, le Bene Gesserit, une sorte de religion manipulatrice, puisque c'est elle qui manipule les Fremen pour créer une guerre sainte, quoi, en fait, en quelque sorte, pour arriver à leur fin. Donc, Herbert a vraiment démontré le pouvoir. Paradoxalement, c'est un livre contre le pouvoir absolu qui corrompt absolument. Et donc, les Bene Gesserit aussi sont des manipulatrices, quoi. Mais tu vois, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est donc la façon dont cette religion voit le monde. On s'aperçoit au fur et à mesure qu'elle est fausse. Pour autant, la connaissance, parce qu'on a un personnage qui va venir dire, mais ok, qu'est-ce que Martha, c'est mon personnage préféré, qu'est-ce que vous avez fait, c'est n'importe quoi. C'est plus le personnage qui a la connaissance scientifique, mais qui a érigé cette connaissance-là en une vision unique et qui est la bonne. Et finalement, c'est pas mieux non plus, parce que dans leur rapport au monde, si certains pensent et vivent l'eau ou le volcan comme vivant, même si, en effet, ils ont aussi des cours sur la tectonique des plaques ou sur la physique des fluides, dans leur esprit coexistent deux façons de percevoir ce qui les entoure, c'est pas forcément grave. C'est la religion ou c'est tout type de pensée dogmatique qui oblige à choisir une seule voie, une seule vérité. Quand bien même on expérimente en permanence la multiplicité au quotidien, chacun toujours dans l'instant de ce qui est autour de nous et de nous-mêmes. Et c'est l'image de Jay dans ma série, c'est qu'il finit par exploser concrètement parce qu'on est multiple. Pas trop, non, révélez pas non, trop. mais c'est important, c'est parce qu'on est multiple.
Mais il faut savoir une chose, c'est que dans l'histoire humaine, le fait d'abord d'avoir un inconscient, ce qui est une chose importante, le fait de pouvoir remettre en question la manière même dont la logique fonctionne, ce sont des choses extrêmement récentes. Je veux dire, on peut considérer que Leibniz est un des prédécesseurs, je veux dire, vis-à-vis de l'inconscient, mais Leibniz, c'était 1600 et quelque chose. Donc c'est très récent. L'inconscient, pratiquement l'inconscient formalisé, l'inconscient en tant que manière de fonctionner, c'est freudien. Enfin, c'est la fin du 19e. C'est quelque chose qui est encore une fois très très récent. Et le fait qu'il y ait des incertitudes, le fait qu'il y ait des choses comme ça, cette notion d'incertitude, cette notion de complexité, ou des gens comme Bertrand Russell qui font du travail sur comment fonctionne la logique et à quel moment elle s'arrête, c'est le XXe siècle. C'est-à-dire, c'est dans l'histoire humaine, c'est très peu. Et nous avons hérité de tout un tas de formes de pensée qui datent des Grecs, des Romains, des Assyriens quelquefois. On a la Bible qui remonte encore plus loin que ça, un certain nombre de textes religieux aussi. Et c'est très très difficile pour les nouvelles visions de lutter contre cette espèce de... Je crois que j'ai dû offenser un pouvoir divin quelconque, parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Du ciel, ouais. Et notre travail d'écrivain d'imaginaire, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans l'étiquette, si vous voulez, c'est justement d'utiliser quelquefois une approche par rapport à une autre pour dire aucune des deux ne marche réellement et il faut peut-être se poser la question. Et la fécondation peut être intéressante, parce que en fait, la question c'est avec quoi je vis, avec quel système je vis. Il faut savoir qu'on vit tous avec l'idée qu'il existe un ensemble de choses supérieures. C'est cette notion de mysticisme. Alors pour certains, c'est une divinité ou une forme de divinité quelconque. Une intelligence créatrice. Une intelligence créatrice. Pour d'autres, il existe des lois qui vont bien au-delà de nous. Ça, c'est plutôt l'aspect scientifique. La gravité, c'est une chose qui était... Il faut savoir quand même qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Parce qu'on peut tenter d'apprivoiser la divinité et on peut partir du principe que la divinité nous connaît. Alors qu'aucune force fondamentale de l'univers ne me connaît ni ne se soucie de moi. La grande leçon que la science nous apprend, c'est que l'univers ne se soucie pas de nous. C'est à nous de construire notre propre réalité, notre propre finalité, et c'est un travail de doute, un travail de réflexion qui est permanent. Ouais. D'accord ? Alors qu'à côté de ça, vous avez Dieu, Dieu vous aime. Je veux dire, vous vous êtes confessé, je suis la transmission, Dieu a écouté ta confession, Dieu t'aime. Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire, à un moment donné, on ferme les yeux en disant, bon, je vais peut-être mourir, mais au moins, il y a quelqu'un de l'autre côté qui va m'accueillir. Alors que ni les forces de la gravité, ni l'électronique fondamentale ne m'accueillera. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça le rapport. Et notre travail d'écrivain, c'est de construire un univers dans lequel mes personnages, d'une part, se sentent soit bien, soit en questionnement, et dans lequel vous allez adhérer à ce questionnement et d'une certaine façon accepter de vous le poser. Si on arrive à faire ça, on a gagné. Sinon, encore une fois, on en écrit un autre. Je pense, si il y a eu un Big Bang, je pense qu'on porte le Big Bang en nous, quelque part. Donc, être auteur de SF et de... J'ai offensé Dieu aussi. Nous sommes en train de toucher aux limites de l'univers, là. Donc, si nous portons... Nous sommes tous des enfants du Big Bang, et peut-être écrire du space opéra, c'est essayer de retrouver cette substance du Big Bang, de comment on est né avec l'univers, quoi. Oui, un personnage de space opéra et par définition un écrivain de space opéra, c'est quelqu'un qui accouche de quelque chose de plus vaste que lui-même. Et qui parle d'un endroit où il n'est plus là, qui parle d'un endroit où il n'ira jamais, mais qui est, je veux dire, il a quand même réussi par la force de son imagination, de son esprit, de ses croyances, etc., à mettre la main dessus, à vous faire toucher cette chose-là. Ouais. Et moi-même, je décris des endroits, des planètes, des endroits... Je viens de terminer, enfin pratiquement de terminer, j'en ai créé quelques pages encore, de trucs qui se passent à l'intérieur d'un trou noir. Croyez-moi, je sais ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir parce que j'y étais. Je viens d'écrire une histoire. Je ne peux pas vous raconter, c'est horrible, mais l'histoire est là, quoi. Et donc, je peux le faire. Et j'ai accouché de quelque chose qui n'est pas moi, qui est peut-être un peu plus que moi, et qui malheureusement est parti, qui est sur la page et qui n'est plus là. Et tu vois, l'ambition, là... c'est que vous le fassiez aussi en tant que lecteur. Ce que j'avais envie de faire, parce que c'est la première fois que je fais vraiment un truc avec de la fantaisie, de la magie, et bon, après ça n'en est pas en vrai, mais
C'était justement en utilisant tout cet univers de pouvoir vous proposer à la fin une fin qui vous amène, si vous le souhaitez, ce serait cool, à vous dire que c'est à interpréter. Il faut la prendre cette fin en se disant je suis obligée de la lire avec mon propre rapport au monde et ce ne sera pas forcément le même que les autres lecteurs. Et ça, c'est ce qui m'intéresse vraiment parce que on peut. Alors en plus, c'est une histoire particulière ce livre, puisque je l'ai écrit pendant le confinement pour une amie qui bossait, c'était atroce, elle ne pouvait pas voyager. Donc tous ces voyages dans plein d'autres lieux de notre terre, dans d'autres cultures, que j'ai réunis dans le livre, ça a aussi cette fonction de se dire si vous n'avez pas l'occasion, vous, d'aller vous balader en Polynésie ou à Lhasa, pour autant vous pouvez faire ce voyage, ce cheminement-là, et en tirer quelque chose qui va vous faire bouger dans votre propre système et qui, si vous voulez bien, voilà, est à faire librement chacun pour vous. Et donc, par rapport à ce que tu disais, c'est vraiment l'inverse de la religion, il n'y a pas de réponse à la fin. Vous êtes obligé de la trouver, parce que je ne suis pas justement dogmatique. Alors, comme il semble que même si l'univers ne se préoccupe pas de nous individuellement, l'entité supérieure, collective, a l'air, elle, par contre, de nous avoir dans le viseur. Donc, on peut peut-être passer, si vous avez des questions, autant en profiter avant d'être expulsé. Oui. Je vais m'en occuper, reste là. Oui, bonjour, merci beaucoup, c'était passionnant. Je bois du petit lait quand vous vous en prenez au capitalisme et à la religion comme étant des menaces pour l'imaginaire, des choses comme ça. Mais je m'interrogeais par rapport à ça, parce que moi je suis professeur d'anglais, donc quand je parle de SF à mes élèves, la seule référence qu'ils ont essentiellement c'est Marvel, éventuellement Star Wars. Est-ce que la colonisation des imaginaires par un certain placement du curseur entre magie et science et religion imposé par un imaginaire américain, est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe ou pas? J'ai toujours en tête le fait que Star Wars s'est effondré pour moi à partir du moment où ils ont remplacé la magie de la Force par les médichloriens. Et juste après, c'est un truc que j'ai jamais compris, juste après ils nous parlent d'approche christique, puisqu'il se trouve que Anakin Skywalker en fait n'a pas de père, sa mère a été fécondée par... on ne sait pas. Et donc, en fait, il y a cette espèce de truc que je ne comprends pas dans certaines productions américaines, où je trouve qu'ils se plantent en replaçant le curseur ou en déplaçant le curseur entre religion, magie, science, justement. Mais éventuellement, ça peut nous être imposé par une certaine super-production, hyper-production, over-production. Mais c'est Walt Disney maintenant, non donc, Et en plus, c'est Walt Disney, donc on n'est pas sorti de la berge. Moi, honnêtement, je pense que de toute façon, quand les choses vont mal, et on ne peut pas nier le fait que ça ne va pas très bien, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve, c'est un peu compliqué. On a besoin, dans ces temps-là, d'autant plus d'une pensée doudou qui va nous permettre de continuer à avancer, même si les choses sont incertaines, qu'on a peur. Et donc oui, cet imaginaire avec des pans religieux et chrétiens, il imprègne beaucoup l'imaginaire américain et il va être d'autant plus facile à saisir quand on a besoin de quelque chose de confortable. C'est inquiétant en soi, mais ce qui est inquiétant surtout, c'est que ça aille pas bien. C'est que si cette pensée-là, si ces modèles-là, si cette simplification gagne et plaît autant, c'est parce que les gens, ils vont pas très bien. Ils sont pas très heureux. C'est ça qui m'affole. C'est aussi un peu plus complexe que ça, au sens où, quand on fait un film, genre Star Wars, on dépense une quantité d'argent phénoménale. On dépense plusieurs centaines de millions de dollars. On gagne une quantité d'argent phénoménale aussi. On gagne aussi. Quand ça marche et quand on se plante, on perd des quantités phénoménales d'argent. Donc, la seule façon qu'ont les Américains de dire ça va marcher, c'est de dire il faut qu'on plaise à tout le monde. Donc, on va mettre un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et on fait une espèce de syncrétisme ou de fusion. On a mis un peu de tout en disant bon, tout le monde va s'y retrouver. Hein, d'accord ? Ce n'est pas cohérent parce que la cohérence, malheureusement, ne naît pas de cette espèce de fusion. Mais je dirais, il y en a pour tous les goûts. Et
pour être franc, si tu vas en Californie, si un jour tu vas dans un de ces restaurants chics et chers qui s'appellent les restaurants Fusion, tu vas manger des trucs qui sont pas imbouffables, mais tu vas avoir des plats de différentes ethnies, différents pays, etc., qu'on fait coexister avec des épices qu'on mélange de l'un à l'autre, en disant, a priori, puisque ça plaît à tant de gens, en réunissant comme ça doit plaire à tout le monde. Et donc, dans ton assiette, tu as des machins de 5 ou 6 pays, sauf que c'est pas bon. Si tu veux manger un truc, tu manges un vrai plat local, avec des choses locales, il y a des chances que ça soit beaucoup plus cohérent et beaucoup plus construit. Moi, je ne vais pas dans un pays étranger pour manger du cassoulet. Je suis toulousain. Je vais dans un pays étranger pour manger des choses avec leurs produits locaux, leurs épices locaux et leur façon de faire locale. D'accord ? Donc, le problème des Américains, c'est qu'ils ont la démarche différente. Et puis, ils sont dans une société dans laquelle un certain nombre de forces très importantes disent il faut que la religion reste coexistante, il faut que la loi reste coexistante, il faut que la science reste ceci, il faut que le truc... Et à ce moment-là, tu dis ok, on va faire plaisir à tout le monde. Sauf que je peux te dire une chose, moi j'ai fait des repas de Noël avec mes beaux-parents qui étaient aveyronnais, mes enfants qui sont végétariens, et moi qui suis flexitarien. Et faire le menu, c'est pas simple. Et on finit par faire 3 menus différents où chacun mange ce qu'il a à manger. Avec des réflexions du genre, mais tu mets tant le foie gras avant, pourquoi tu vas... Papy, c'est un animal qui est mort. Et oui, mais alors, il est fait pour ça. Oui, mais... Et puis tes lasagnes, là, je sais pas, mais tu mets de la crème. Oui, mais c'est de la crème de coco, elle ne tue pas les animaux. Mais c'est pas grave, c'est pas bon. Vous voyez, on a ce genre de choses. Arriver à nous, à écrire un repas dans lequel on a réussi à satisfaire un certain nombre de choses, les repas extraterrestres où vous avez des humains qui mangent avec des extraterrestres, c'est des poésies fantastiques. Créer, quand on est soi-même écrivain, ou quand on a par exemple pour Halloween qu'on fait des repas pour les gamins, on fait des repas extraterrestres ou des repas qui font peur. Et c'est génial. Vous faites cuire des spaghettis dans l'eau qui a servi à cuire un chou rouge, vous avez des spaghettis qui sont bleus électriques. Vous y râpez du fromage orange, là, genre Babybel ou machin de ce genre, que vous faites fondre, vous dites ce sont des vers extraterrestres, vous avez des gamins qui sont absolument ravis. Alors que c'est des spaghettis au fromage, vous voyez ce que je veux dire ? On peut jouer à ça, mais il faut avoir la démarche d'écrivain de dire, on mélange, on fusionne, et on le fait pour que ça ait bon goût et que ça vous amuse. Mais on ne mangera pas ça toute la journée. Hein. Bon, alors, la guerre des étoiles s'est arrêtée à l'Empire contre-attaque. Parce que le 3, déjà, je savais que ça allait virer merchandising à fond. Et donc, pour plaire à tout le monde, faire des petites poupées, tout ça. Et pour moi, j'ai complètement cessé de regarder Guerre des étoiles. Quoi. À partir du 3e, enfin de la première trilogie, celle qui est parue dans les années 70-80. C'est terminé. Là. Les Ewoks, ça m'a... Bon. Alors... J'ai eu un rejet violent des Ewoks. Dans Ewok, il y a Wok. Il y a Wok, oui. Oui, il y a Wok. Bien, je crois qu'on va rester sur l'hybridation alimentaire totale dont vient de nous parler Jean-Claude Dugnac, parce que je crois qu'en fait, on est en train d'attendre que nous libérions la salle. Et donc, je crois qu'il ne nous reste qu'à remercier nos 3 intervenants. Merci à vous. Merci beaucoup.